le sujet du jour, les 3 astuces clés pour une candidature réussie. Alors, les étapes liées à la recherche d'emploi peuvent être parfois synonymes du parcours du combattant. Alors, tout dépend de là où vous vous situez, mais voilà, on sait qu'aujourd'hui, malgré toutes les solutions digitales, humaines qui s'offrent aux jeunes, aux demandeurs d'emploi, on a vite fait d'être perdu. Les questions qu'on reçoit souvent, à qui dois-je m'adresser, comment me faire accompagner par un expert, comment être sûr que mon CV va plaire, comment rédiger une lettre de motivation pertinente, autant de questions que l'on se pose sans cesse, mais qui sont légitimes. C'est à travers, si vous voulez, le prisme un peu de toutes ces questions qu'on va tenter de vous donner des éléments de réponse aujourd'hui, avec notre invitée France Anne, que je suis ravi. Elle a pu nous donner de son temps aujourd'hui, elle est spécialiste et experte des questions de l'emploi chez Axia. France Anne, bonjour. Je suis très honoré de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Comment vas-tu et est-ce que le préambule que j'ai fait de la recherche d'emploi te plaît? Bonjour Yacine, merci beaucoup, je suis ravie d'être là et merci beaucoup de m'avoir invitée. Oui, je suis entièrement d'accord avec ton préambule, les questions sont nombreuses et complexes et je suis ravie de venir apporter 3 astuces clés et j'espère qu'elles serviront à bien rassurer chacun dans sa démarche de candidature. Ce que je voudrais commencer par dire, c'est qu'est-ce qu'une candidature? Vous demandez pour vous, c'est quoi une candidature? J'aurais envie de vous proposer, moi, une réponse qui est de dire que c'est aller à la rencontre d'une entreprise qui a un besoin, qui a des missions à réaliser, des tâches à accomplir et qui va chercher à trouver la bonne personne pour remplir ce rôle, pour occuper cet emploi. Et aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte que cette étape du recrutement, de la candidature, c'est la rencontre d'une personne, d'une personnalité. C'est créer une relation. Et là, j'ai envie de vous reposer une autre question. Pouvez-vous vous rappeler de votre dernier moment professionnel marquant? Qu'est-ce qui vous a marqué récemment? Essayez de vous souvenir. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous repensez à ce moment? Qu'est-ce qui vous a marqué à l'époque? Qu'est-ce qui l'a rendu marquant? Mon avis serait de dire que c'est un moment qui est plein d'émotions. Parce que c'est cette émotion qui va rendre le moment particulier. Ça peut être un moment où votre chef vous a félicité d'une solution que vous avez trouvée, d'une idée que vous lui avez soumise, un client qui est particulièrement satisfait, une personne de votre entourage qui a trouvé quelque chose juste formidable. Ouais. Et le processus de recrutement, il s'appuie tout autant sur cette émotion. Elle vous accompagne dans toute votre vie professionnelle. C'est vrai, écoute, merci de cette introduction sur les émotions. Mathilde qui nous dit dans le chat du stress, c'est ce qu'elle a retenu de son premier, de ce moment marquant. C'est vrai, c'est important que tu nous fasses cette introduction pour nous dire qu'en réalité, c'est une rencontre. C'est important de savoir parce que la société parfois nous bride, nous cadre dans un système où faut vraiment respecter, je dirais, une trame, etc. Et l'idée, c'est de se dire, c'est une rencontre. Et quand on voit ça un petit peu voilà, sous cet angle-là, on a vite fait d'être plus naturel et de bien comprendre voilà, quel est le besoin du recruteur et qu'est-ce qu'il attend de moi. Donc, merci déjà beaucoup de nous avoir donné ton regard d'expert sur le sujet. Et grosso modo, sur ce qu'attend aujourd'hui un recruteur lorsqu'il se met en phase de recherche d'un profil. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet avec la thématique du jour, les 3 astuces clés pour une candidature réussie. Astuce numéro 1. Premier point très important avant de démarrer sa recherche d'emploi. Alors, ça peut vous paraître peut-être pour certains une nouveauté. Il faut apprendre à se connaître, à faire une véritable introspection de soi et de se poser quelques questions primordiales. Alors, certes, au départ, vous êtes en recherche, c'est l'objectif, hein, vous recherchez un job, vous êtes tous à une étape peut-être différente de votre recherche d'emploi, mais vous recherchez un job. Alors, il ne faut pas se précipiter, il faut se poser quelques questions. Quelles sont mes forces? Qu'est-ce que je peux améliorer pour décrocher le job de mes rêves? Qu'est-ce qui me plaît? Et au contraire, qu'est-ce qui m'agace ou que je n'ai pas envie de faire? C'est une question aussi hyper importante, celle-ci. Il ne faut pas rendre cette recherche d'emploi seulement d'un point de vue. Il faut se dire aussi qu'est-ce que je n'aime pas faire? Pourquoi on se pose ce type de questions? Parce que l'idée, en fait, c'est de pouvoir avoir une carrière dans le secteur d'activité ou dans le métier qu'on aura choisi. Et l'idée, c'est de pas de changer tous les 6 mois ou un an. Et on parle souvent de précarité, mais il n'y a pas que la précarité dans le sens où on n'a pas forcément un job ou le job qu'on veut. Le fait de changer tous les 6 mois de job ou de tous les 1 an ou de secteur d'activité, c'est une forme aussi de précarité. C'est peut-être parce qu'on n'a pas forcément choisi la bonne voie. Donc, c'est une question aussi c'est important de se la poser. Et toutes ces questions,
on vous encourage à vous les poser car elles sont le fondement en réalité de la construction de vos projets professionnels. Et nous sommes là justement pour vous accompagner dans ces réflexions. Donc là, vous allez me dire, oui, mais comment on sait ce qu'on veut faire quand on a 20 ans, 21 ans, 22 ans? Je sais qu'il faut de l'expérience professionnelle. Et moi, qu'est-ce que je vais écrire dans la rubrique expérience professionnelle de mon CV quand j'ai rien fait? Je sais pertinemment que je vais envoyer mon CV, je vais envoyer 400 candidatures. J'ai 22 ans, je sors d'un BTS, j'ai pas forcément envie de poursuivre mes études. Et en fait, j'ai des retours de mails me disant que ma candidature est intéressante, mais qu'on la garde dans la base de données. Mais finalement, moi, ce que je retiens, c'est que j'ai pas le job parce que je sais que quand je postule sur LinkedIn, je vois combien d'annonces d'emploi, combien de concurrents sur le poste sont dessus. Et j'imagine bien que j'ai plusieurs concurrents qui se sont déjà positionnés dessus et que j'ai aucune chance parce que moi, j'ai 22 ans et j'ai pas d'expérience professionnelle. Alors, sachez qu'avant toute chose, le recrutement, il a évolué. Alors déjà avant la crise sanitaire, mais ça s'est amplifié encore plus depuis la crise sanitaire. Il a considérablement évolué et n'ayons pas peur de dire qu'aujourd'hui, le recruteur, il cherche aujourd'hui davantage un profil, une personnalité plutôt qu'un CV. Ça, c'est un point hyper important. Il recherche un profil, une personnalité plutôt qu'un CV. Le CV, en réalité, c'est le premier point de contact. Ça nous permet de se dire, voilà, c'est la fiche qui permet de se dire, voilà, est-ce que le jeune a 18 ans? Est-ce qu'il a 35-40 ans? Il est plutôt en reconversion professionnelle? Est-ce qu'il habite en Île-de-France? Est-ce qu'il habite en Corse? Est-ce qu'il habite en Guadeloupe? Voilà, ça permet vraiment de sortir les informations les plus importantes. Et si je te demande, toi, France-Anne, par exemple, comment toi, tu abordes cette question dans tes accompagnements de jeunes? Et surtout, j'aimerais que tu leur partages l'outil dont tu m'as parlé, qui m'a complètement fasciné. Je pense que tu en parleras mieux que moi. Effectivement, toute ton introduction sur la connaissance de soi et cette introspection, elle est critique. Et c'est un de mes points de départ, c'est une cartographie, ce que j'appelle une cartographie 360, où j'encourage le jeune, chaque fois, de faire le tour de toutes ses valeurs, ses passions, tout ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il a vraiment envie de vivre, dans quel type d'environnement il a envie de travailler, comment il a envie de travailler, quel type de relation. Beaucoup de relations, pas beaucoup, plutôt tout seul, plutôt en relation avec des clients, en interne, pas. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas. Cette cartographie, elle va lui permettre de définir, et elle va vous permettre de définir le type d'emploi que vous voulez, le type d'environnement dans lequel vous voulez travailler. Et à partir de là, d'extraire de tout ce que vous avez fait les éléments qui vont vous permettre de vous positionner et de candidater à des opportunités qui correspondent à la fois à votre personnalité, à votre parcours, à vos envies, à vos ambitions, en ayant éliminé ce que vous ne voulez pas. Et ça, c'est important de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et sur votre CV, effectivement, c'est une des grandes étapes, mais on verra ça peut-être plus tard après. Restons focus sur ce sujet-là. D'accord. C'est tellement lié que je finis par partir dans tous les sens. Cette cartographie, elle va vous faire ressortir vos savoir-faire. Vous avez vos expériences, vous avez appris des vraies compétences opérationnelles. Vous avez appris des compétences relationnelles. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui vont permettre de constituer le socle sur lequel vous allez ensuite élaborer votre CV, qui permet de savoir qui vous êtes, où vous habitez, ce que vous avez fait, etc. C'est essentiel. Et je serais ravie de te faire ta cartographie, Yves-Sine, à un moment donné. Tu m'en as parlé, il faudrait plein de choses sur toi-même. Tu m'en as parlé, il faudrait qu'on trouve un moment, c'est vrai, parce que c'est un exercice qui m'intéresse vraiment. De par ton expertise et les jeunes que tu as accompagnés, c'est une facette que moi je ne connais pas. Et effectivement, j'aimerais pouvoir être intéressé. Et comme tu nous disais, ça permet d'obtenir le poste visé ou d'accéder à la formation nécessaire pour ensuite obtenir le poste visé. Donc, on peut forcément parfois viser un poste, mais on a aussi besoin de formation. Et à ce propos, nous, à titre d'exemple, alors vous voyez là en partage d'écran, vous êtes sur la plateforme de Ma Voix. Je ne l'ai pas rappelé en intro, mais nous, on a une plateforme d'orientation qui redirige vers des solutions adaptées à vos problématiques. Alors, à ce propos, à titre d'exemple, on a un de nos partenaires privilégiés, Génération France, qui justement vous propose de vous former dans différents domaines, aussi bien sur les métiers du digital que sur les métiers de la relation clientèle, en passant également même parfois par les métiers de la santé. Allez vraiment y jeter un coup d'œil. Et puis, à l'issue de ces formations très opérationnelles, vous pourrez être mis directement en poste à la suite d'un job dating ou pas. Alors, je vais vous faire un petit partage pour vous montrer rapidement. Je vais vous mettre de toute façon le lien dans le chat. Je vais vous le mettre tout de suite. Je vous montre rapidement où vous allez pouvoir un petit peu naviguer.
Alors, Génération France. Voilà. Alors, je pense que vous voyez tous, dites-le moi dans le chat, hein, si vous ne voyez pas, mais je pense que là, voilà. On a un exemple, hein, c'est certains programmes de formation. On a Excellence en point de vente, une formation de 3 semaines avec un job à la clé. On a Objectif métier de santé, spécialement pour la région Seine-Saint-Denis, avec des sessions qui ouvrent régulièrement dans l'année. Donc, renseignez-vous, vous pouvez cliquer dessus et demander justement tous les renseignements. Et on a la formation aussi Customer Care. Alors, agent Customer Care, c'est quoi? Si je peux résumer, c'est un peu la vitrine de l'entreprise, le premier point de contact. Si je vous prends un exemple, vous avez une application bancaire, vous rencontrez un problème parce que, je ne sais pas, vous n'arrivez pas à faire un virement. La première des choses que vous allez faire, vous allez vous connecter sur votre application et vous allez demander conseil, demander de l'aide. Et en fait, cet agent-là qui va prendre votre information va essayer ou de résoudre la problématique ou de remonter la problématique au service concerné. C'est un peu ça, mais c'est un métier qui est vraiment diversifié. Une fois que vous êtes en formation, par exemple, chez Génération, alors ils proposent des formations dans les villes que vous voyez là, et on a également le programme national. Pour toutes les personnes qui sont en région, par exemple, ou qui veulent faire du distanciel, c'est également possible. Mais voilà, vous ressortez avec un diplôme, un certificat, et le Customer Care, vous pouvez être Customer Care dans l'événementiel sportif, dans le secteur de la banque, de la finance. C'est vraiment un métier d'avenir. Donc, allez jeter un coup d'œil, ça peut être vraiment intéressant. Alors, du coup, poursuivons. Alors, juste pour continuer sur ce point, quand on voit les 3 types de formations que propose Génération, qui permettent effectivement l'accès directement à l'emploi, elles ne vont pas faire appel nécessairement au même type de compétences relationnelles, humaines, et chacun, à l'issue de sa cartographie, de cette connaissance de soi-même, pourra identifier quels sont ses atouts pour aller dans une de ces formations ou l'autre, par exemple. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est bien de le souligner parce que on en discute souvent ensemble, Francane. Voilà, vous voyez par exemple les 4 étoiles de la plateforme Ma Voix, et même si vous avez tous l'objectif commun, nous, on a pour objectif chez Ma Voix de se dire que voilà, avoir un job, c'est un peu le sommet de la montagne. Avant d'arriver au sommet, il faut passer certains sommets. Comme tu le disais, la connaissance de soi, on va le voir après, les soft skills, etc. Mais voilà, nous, on pense chez Ma Voix que tous les jeunes qui se connectent à Ma Voix, qui sont en tout cas dans une démarche de construction de projets professionnels, arrivent à différentes étapes, sont mûrs différemment dans leur recherche d'emploi. Certains ont besoin de se connaître, sont vraiment au départ, se disent voilà, moi j'ai besoin de travailler, mais je ne sais pas par où et commencer. D'autres ont besoin de se former. Voilà, ils se disent moi, mon métier, je l'ai plutôt identifié, je sais ce que je veux faire. Par contre, les besoins de formation, j'ai besoin de savoir ce qui existe. À part le CPF, on m'appelle tous les jours, on m'envoie des emails tous les jours avec le CPF. Je ne sais jamais si c'est de l'arnaque ou pas, mais à part le CPF, moi, je ne sais pas quoi faire d'autre. Alors, effectivement, quand je vais sur le CPF, j'ai toutes les formations possibles. Par contre, c'est des formations qui coûtent 800 000 euros. Il faut déjà avoir travaillé pendant 1 ou 2 ans pour économiser entre 500 et 800 euros par an de crédit CPF. Moi, j'ai 20 ans, j'ai envie de travailler, je n'ai pas forcément ce crédit-là. Qu'est-ce que je fais? Je tourne en rond. Donc voilà, on a d'autres choses, et on a des jeunes qui sont un peu plus avancés, qui se disent voilà, moi, clairement, je suis formé, je suis diplômé, j'ai peut-être même un petit peu d'expérience professionnelle, mais j'ai besoin de savoir postuler. J'envoie des CV, des candidatures, des lettres de motivation, et j'ai pas forcément de retour. Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais mal? Quels sont les codes, etc. Et on a d'autres jeunes beaucoup plus avancés, jeunes ou moins jeunes, et qui se disent voilà, moi, j'ai besoin de savoir comment convaincre un entretien. Je suis sorti de l'école, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une boîte. Quand j'ai travaillé dans cette boîte, je n'ai pas forcément eu d'entretien, c'était une recommandation, donc on m'a pris tout de suite. Et j'ai 30 ans, j'ai jamais réellement fait un entretien. Donc j'ai un rendez-vous la semaine prochaine, j'ai un entretien. Comment je dois le préparer? Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je dois développer mon CV? Est-ce que je dois dire ce que le recruteur veut entendre? Est-ce que je dois axer ma réflexion sur les missions qui sont dans la fiche de poste? Etc., etc. Alors justement, je fais une petite aparté, je vous montre une petite vidéo qui va durer 1 minute 40. Je pense que ça va vous parler. Vous allez voir, c'est pas mal de jeunes qui sont passés sur la plateforme Ma Voix, qui aujourd'hui sont plus certains en poste, ou en tout cas sont beaucoup plus mûrs dans la construction de leur projet pro. Je vous laisse regarder, on en parle juste après. On nous a dit de chercher un job stable, une situation. On nous a dit qu'il fallait avoir un horizon. On nous a dit qu'il y avait un océan de solutions, mais personne ne nous a expliqué par quoi commencer. Personne ne nous a montré le chemin. Résultat, on a fouillé, on s'est arrêté, on a repris et on s'est perdu.
Et puis un jour, on est tombé sur ma voix. Avant d'utiliser ma voix, c'est vrai que j'étais un peu perdue quant à mon avenir. J'avais vraiment pas mal de doutes. Du coup, ma voix m'a permis d'y voir plus clair sur mon avenir professionnel et m'a donné quelques pistes qui m'ont vraiment été utiles et que je suis en train d'approfondir. J'étais en formation agent fiscal, j'ai galéré un peu à trouver du travail. Du coup, j'ai trouvé ma voie sur Instagram. Grâce à ça, je suis là actuellement en train de faire une formation en tant que customer care. Moi, j'avais un gros problème de confiance en moi. Et j'ai contacté du coup la voix qui eux m'ont trouvé des solutions pour contrer tout ça. Et les solutions aujourd'hui ont été efficaces parce qu'ils m'ont dirigé vers deux parcours. Et aujourd'hui, je suis en poste et j'ai retrouvé toute la confiance. En 5 clics, ma voix t'aiguille dans ton parcours. Ma voix, une seule, la tienne. Voilà, je pense que ça a dû parler à certains et certaines d'entre vous. Je vous mets le lien de ma voix ici. Vous pourrez peut-être faire votre parcours après, à la fin du live. On a un parcours qui vous propose justement des solutions en fin de parcours adaptées aux problématiques que vous rencontrez. Donc voilà, clairement, c'est un peu parfois qu'on ne sache pas faire ce qu'on veut faire concrètement ou alors qu'on trouve qu'il y a énormément de solutions. C'est un peu le problème de l'emploi aujourd'hui. On est parfois submergé par l'information. Il suffit de taper sur Google et de se dire, voilà, qu'est-ce qui m'est proposé? Si je tape formation, vente, on aura à boire et à manger. Donc, l'idée, c'est de pouvoir être un peu focus sur ce qu'on veut faire. Et comme disait France Anne avant, il faut d'abord apprendre à se connaître. Alors justement, chers amis, revenons sur notre premier point. Savez-vous ce que sont les soft skills? Alors, je vous mets une première question dans l'onglet sondage. On reprend juste après. Alors, pour vous, je vous ai publié une petite question. Est-ce que pour vous, les soft skills, ça représente? Ce sont des compétences qui sont liées à votre savoir-être? Est-ce que ce sont des compétences en général? Ce sont vos compétences en général? Est-ce que ce sont des compétences qui sont dans le digital, dans le côté soft skills? Ou est-ce que c'est ce que vous savez faire concrètement, c'est-à-dire votre savoir-faire, les choses, je dirais, concrètes, techniques? Je serais curieux, nous sommes curieux de savoir un petit peu, pour vous, est-ce que vous avez tous la bonne réponse ou pas? Voilà, dans l'onglet sondage. Alors, pour la plupart, vous nous dites que ce sont des compétences liées à votre savoir-être. Est-ce que tout le monde voit le petit sondage? Pour d'autres, c'est ce que vous savez faire concrètement. Donc, plutôt le savoir-faire. Pour l'instant, ça penche un peu plus sur les compétences liées à votre savoir-être. D'accord, donc entre le savoir-faire, le savoir-être, ça parle à personne, les compétences dans le digital? Vous êtes sûr? Bon, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Effectivement, ce sont les compétences liées à votre savoir-être. Alors, on entend par soft skills tout ce qui a trait de près ou de loin à votre savoir-être, à vos compétences relationnelles, comportementales et à vos expériences de vie. Alors, est-ce que déjà, France-Anne, je donne une bonne définition des soft skills ou pas? Et est-ce que toi, de ton expérience, tu peux nous dire ce que tu en penses? Oui, tout à fait, on est d'accord, c'est bien ça. Les soft skills, ce sont les compétences personnelles, les compétences comportementales, relationnelles. De plus en plus, elles sont essentielles. On l'a dit tout à l'heure, la candidature, l'emploi, le travail, c'est de la relation entre des personnes. Et ces compétences, elles sont de plus en plus importantes. Tu l'as dit tout à l'heure, Yvesine. Le travail a évolué depuis la pandémie. Le travail distanciel, il est beaucoup plus important. Du coup, ces notions même de comment interagit-on, comment travaille-t-on ensemble, elles ont encore pris plus de place. Et dans une démarche de candidature, aujourd'hui, il y a des études récentes qui ont démontré, qui ont évalué que dans 52% des cas, le recruteur les prend en compte comme un critère discriminant. D'accord. Donc, dans la candidature, dans la démarche et après dans toute la gestion de sa vie professionnelle, plus on peut les prendre en compte et identifier lesquels on possède, ce sont des talents qu'on a naturellement, ce sont des éléments de personnalité qu'on peut faire grandir, ce sont des éléments qu'on n'a peut-être pas naturellement, mais dans lesquels on peut aller, on peut développer et qu'on peut travailler pour se donner tous les moyens
d'être en capacité de remplir la fonction qu'on recherche, le job qu'on vise, aller dans l'univers dans lequel on a envie d'aller. Et aujourd'hui, effectivement, c'est critique et c'est essentiel et c'est vrai pour tout le monde, y compris les jeunes qui se disent « mais j'en ai pas, j'ai jamais travaillé, j'ai jamais rien fait ». Si, vous avez fait plein de choses. Du haut de vos 20 ans, vous avez des expériences de vie incroyables. Donc, vous avez plein de choses à mettre en avant. Et le parcours, ma voix, les cartographies que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez extraire de votre vie qui va vous donner ça, va vous permettre de les mettre en avant. Et ça, il n'y a pas d'âge pour commencer. C'est vrai. Il n'y a pas d'âge pour s'arrêter, on ne s'arrête jamais. Et tu me parlais de l'histoire d'un jeune que tu as accompagné. Justement, est-ce que tu peux nous la raconter? Tu sais, tu me disais qu'il a complètement changé, qui a pris un vrai virage, qui de mémoire avait fait des études supérieures et qui finalement je te laisse en parler mieux que moi. Oui, effectivement, c'est une histoire que je trouve magnifique. C'est un jeune homme qui a fait un très beau parcours, Bac+5, dans les plus grandes écoles, plus grands établissements. Et à la fin, se dit, mais je n'ai pas envie de travailler là-dedans. Certes, j'ai les capacités, les compétences qui me permettent d'accéder à ces études supérieures, mais en fait, ce n'est pas ce que je veux faire. Et donc, le travail ensemble a permis de le ramener à ce qui est son essence à lui. Et c'était de travailler avec le monde animalier. Bon, ok, on est bien loin du monde animalier quand on a un Bac+5 dans les grandes écoles. Et néanmoins, ce fil conducteur, il l'avait eu tout au long finalement de son parcours, par un stage très jeune dans un cabinet vétérinaire, des jobs d'été dans des fermes bio, autour des animaux. Il s'était intéressé à la permaculture, pour l'alimentation animale, la défense des causes animales. Plein de choses qui finalement étaient là dans son parcours de vie. Des expériences aussi d'accompagnement de jeunes dans du soutien scolaire, donc travailler de la relation avec les parents, avec les enfants dans des situations de stress. Pareil, quand on est dans le lien avec l'animal, il peut y avoir une situation de stress des propriétaires. Et on a pu extraire de toutes ces étapes de parcours de vie des tas de choses, des compétences, notamment relationnelles, humaines, des expériences qui lui ont permis de passer de j'ai fait un Bac+5 dans des grandes écoles à je réenclenche tout un processus de formation dont on parlait tout à l'heure. Alors, ça passe pas par génération, hein, mais des formations dans le monde animalier et il est en route pour aller vers ce qu'il veut faire. Et j'adore cette histoire, je trouve qu'elle est magique. Bah ouais, elle doit inspirer pas mal de jeunes. Mais c'est clair, et comme tu disais tout à l'heure, quand tu développais, tu disais qu'en fait, ces soft skills, elles deviennent l'élément discriminant dans le processus de recrutement. Juste tu nous donnais une statistique en nous disant que 52% des recruteurs font des soft skills un critère déterminant à l'embauche. Alors, tu nous disais, voilà, tu nous recommandais de les exploiter, d'exploiter nos talents et nos compétences relationnelles et comportementales, spécialement pour les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui ont 20, 22 ans, qui n'ont pas forcément d'expérience professionnelle. Alors, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une expérience professionnelle aguerrie pour avoir des choses à dire. Nos expériences de vie, on en a toutes, elles sont multiples. Elles peuvent être de plein de natures différentes. À certains moments, on peut avoir été un sportif qui a fait de la compétition. On peut avoir été en soutien à des personnes de son entourage et s'occuper de personnes dépendantes. On peut avoir eu des tas de petits jobs d'été, d'emploi à temps partiel, avoir été actif dans une association, être bénévole, ou tout simplement par des activités, avoir démontré des capacités, des aptitudes, des compétences qui sont des vraies compétences relationnelles, humaines, qu'on peut mettre en avant. Et je dirais que toutes ces expériences de vie, que ce soit de l'associatif, du familial, du sportif, dès lors que ça a servi à quelqu'un, on peut le mettre. Si on y est avec d'autres, ça va dans un CV, ça va dans une histoire de vie. Et ça participe à nourrir qui on est et comment on peut mettre en avant c'est justement ces soft skills. D'accord. Écoute, c'est bien, Francine, merci de nous avoir éclairci ce point. C'est pas forcément clair pour tout le monde. Les soft skills, nous, on connaît parce que voilà, c'est un peu notre domaine, mais toi, tu vois ça tous les jours. On a beaucoup de jeunes qui ont seulement entendu parler, mais qui ne savent pas. On voit par rapport au sondage, certains pensent que c'est les compétences en général ou le savoir-faire. Donc, on différencie bien le savoir-être du savoir-faire. Et voilà, vous avez 20 ans. Exemples. Si tu veux que je donne quelques exemples, ça va être le travail d'équipe, l'autonomie, la disponibilité, de la collaboration, il y a des listes de soft skills sur Internet, vous en trouverez plein, et vous pouvez chacun retrouver ça, je sais, ça me parle, et de retrouver ensuite
les éléments de vie qui font référence à ça. Ouais, et maintenant que qu'on vous a fait un petit peu, on vous a expliqué ce qu'étaient les soft skills, vous êtes peut-être un peu plus à l'aise. On va vous donner un petit exercice simple pour identifier les vôtres et pouvoir les mettre en avant. D'abord, on va essayer de les identifier, ensuite les valoriser, les mettre sur votre CV. Alors, c'est un parcours digital qui vous aidera à identifier ces soft skills. Et en fin de parcours, vous allez obtenir des badges que vous pourrez intégrer à votre profil LinkedIn ou à votre CV papier ou numérique. Alors, je vous envoie le lien tout de suite dans le chat. Alors, vraiment, tous ces liens, vous les faites tranquillement après. Grosso modo, je vais vous faire un petit partage. Je vais vous montrer rapidement le site. Alors, JobReady, c'est un partenaire également de Ma Voix qui vous permet justement, voilà. On va vous aider, on va vous accompagner durant un parcours digital très simple. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est les soft skills, on ne va pas vous demander, en vous inscrivant, donne-nous tes soft skills. L'idée, c'est de répondre à des questions dans un parcours digital, des questions très simples. Et en fin de parcours, vous allez pouvoir faire ressortir justement toutes les compétences que France Anne a décrit juste avant. Il y a une liste. Je vous laisserai regarder. Ce n'est pas forcément le sujet là, mais voilà. Allez-y par curiosité et vous allez voir que c'est quelque chose qui est hyper important lors d'une candidature à mettre en avant quand on a notamment pas beaucoup d'expérience. Alors, pour la suite, du coup. Alors, on va passer à notre deuxième point, le CV personnalisé pour chaque candidature. Enchaînons sur notre deuxième astuce. Aujourd'hui, on va parler de CV ou comment réaliser un CV qui attire l'attention du recruteur. Vous êtes nombreuses au quotidien à se poser la question, et c'est légitime. Comment dois-je réaliser un CV pour répondre à une annonce? Comment faire pour que mon CV ne soit pas dans la pile du non, N-O-N? Est-ce que je dois réaliser un CV par poste visé ou un CV généraliste? Ou bien est-ce que je dois rédiger le même CV pour chaque poste en s'efforçant de devoir développer à l'oral les quelques différences? Mais pour ça, il faut avoir l'occasion aussi d'avoir un entretien. Donc, plein de petites questions qu'on a à l'esprit au moment de candidater. Donc déjà, on va rappeler peut-être une statistique qui est pour le moins intéressante. On sait qu'aujourd'hui, un recruteur passe en moyenne 35 secondes sur un CV qui lui plaît. Sur un CV qui lui plaît, il va passer 35 secondes. C'est un CV à qui il va donner une suite. Donc comment toi, France Anne, si je te demande de décrire un peu l'importance que l'on donne au CV aujourd'hui, parce que le CV, il a une histoire dans le monde de l'emploi, c'est pas né hier avec le digital, c'est le premier point de contact en réalité de l'échange, alors même avant le numérique, c'est des CV papier il y a 20-30 ans, mais c'est le premier point de contact entre un recruteur et un demandeur d'emploi. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu? Complètement. Alors le CV, il a beaucoup changé et il a évolué énormément ces dernières années. Aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment votre fiche produit. C'est ce qui va permettre de vous présenter au sens le plus large. Donc, effectivement, on retrouve votre parcours de formation, ce que vous avez pu apprendre, ce que vous avez eu comme expérience. On disait tout à l'heure des expériences professionnelles, des expériences de vie. Elles ont toutes leur sens dès lors qu'elles participent à votre projet. Dans un CV, vous vous présentez également sous l'angle de vos compétences. On a vu les soft skills tout à l'heure. Vos soft skills ont leur place dans votre CV. Vos compétences hard skills professionnelles pures et vos compétences soft skills. Et souvent, on y trouve quelque chose qui vous présente, un petit paragraphe, petite phrase de présentation de vous-même, ce que vous avez envie de dire de vous-même. Ce qui va faire que cette fiche produit, elle est complète et elle vous présente de la meilleure façon possible. D'accord. Je me permets un peu de rebondir sur ce que tu viens de développer. France-Anne, je te rejoins parfaitement sur le fait qu'un CV, c'est la fiche produit de notre personnalité. On dit fiche produit parce que peut-être que ça vous parle un peu plus. Elle permet en un coup d'œil de rapidement vérifier si vous correspondez ou pas au poste recherché, s'il y a de l'intérêt, si le recruteur aura envie de donner suite ou à minima, se pencher sur la lettre de motivation qui permettra de décrire peut-être un peu mieux vos motivations. Donc la première étape, c'est vraiment le CV. On a beaucoup de jeunes qui nous posent certains types de questions. Est-ce qu'il faut un CV personnalisé pour chaque candidature? Faut-il l'adapter en fonction du poste visé, du métier décrit dans la fiche de poste? Qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ça? C'est sûr qu'on est tenté d'en faire un seul parce que c'est déjà compliqué. Parfois, on a l'impression que c'est compliqué, que c'est long et on n'a pas envie d'en faire plusieurs. Alors, mon cœur balance entre les deux. Il y a l'effet volume et masse, on peut se dire j'en ai un et j'envoie des réponses, des candidatures en masse et puis sur le lot, ça marchera bien. Ouais. Et on peut privilégier, ce que je vais peut-être encourager quand même,
d'avoir un CV qui soit peut-être plus adapté à ce que l'on veut faire. Globalement, on sait que, et ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à vos expériences de vie, vous avez développé des compétences, des savoir-faire, des savoir-être qui vont vous permettre de candidater à différents types de postes. Vous avez forcément différents axes sur lesquels vous voulez rechercher. Vous n'avez peut-être pas nécessairement un seul axe sur lequel vous cherchez. Et donc, devoir adapter votre CV au type d'environnement, au type de métier, ça paraît presque incontournable. C'est-à-dire que si vous voulez chercher un job en vente ou un job en service de soins, par exemple, vous ne pouvez pas nécessairement présenter votre CV de la même façon. Et effectivement, il y a des outils qui sont là pour vous aider et pour rendre la chose simple. Votre but dans tous les cas est toujours, cette fiche produit, elle vise à ce que le recruteur, il retrouve les éléments qui vont lui faire dire cette personne correspond à ce dont j'ai besoin pour la mission qui est à remplir, les tâches qui sont à effectuer. Je la sens bien dans l'environnement, elle a la tranche d'âge dont j'ai besoin, le parcours, elle habite géographiquement, c'est faisable, même s'il y a du télétravail aujourd'hui, il y a une cohérence, voilà. Donc, oui, c'est vraiment, je dirais un scan général rapide avant de savoir si on peut passer peut-être à la phase suivante. Quoi. À la phase suivante. Et dans certains cas, adapter le vocabulaire qui correspond au type de métier, ça peut être nécessaire. Donc, avoir un CV qui correspond pour un métier avec un certain type de vocabulaire, qui met en avant des savoir-être et des compétences relationnelles spécifiques, ça pourrait avoir du sens. Selon si on candidate à une fonction où l'autonomie est privilégiée, on va être indépendant, on pourrait être sur la route tout seul, privilégier son autonomie et sa grande disponibilité, va être privilégié à quelque chose qui est réellement faire partie d'une équipe où la notion de collaboration, travail d'équipe va être primordiale. Et donc, forcément, on va mettre en avant dans ces expériences les éléments qui vont faire écho à la démarche que recherche le recruteur pour qu'il retrouve les notions et les mots et le parcours d'expérience et les qualités qui vont lui permettre de se dire « Yes, c'est la bonne personne pour moi. Je veux aller plus loin avec lui. » Ouais, donc on retient un peu de ce que tu nous dis que voilà, il vaut mieux peut-être, je dirais, agir qualitativement, se concentrer sur ou des candidatures spontanées ou bien répondre à des fiches de poste, mais de manière, pas faire de volume, parce que je pense qu'on l'a tous déjà fait, hein, moi le premier, quand on est en recherche d'emploi, d'envoyer 400 candidatures et de se dire, bon, sur 400, il y en aura peut-être 2 où on va me répondre et une où je vais avoir le poste. Donc ouais, c'est bien de préciser ce que tu nous dis. En plus, tu nous parles par rapport à l'expérience que tu as dans l'accompagnement des jeunes. Donc merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et justement, je voudrais aujourd'hui vous parler d'un outil en ligne que vous voyez à l'écran, je vous l'ai mis dans le chat. Alors, c'est pas forcément connu de tous. On a plusieurs. Vous avez CV Designer qui vous permet, si vous avez peut-être un CV un petit peu has-been, de pouvoir rentrer avec des templates déjà programmés, des rubriques bien identifiées, avoir un CV un petit peu, je dirais, plus moderne que vous pouvez envoyer par mail ou alors qui peut être mis sur LinkedIn, par exemple. Comment Oui, je peux compléter juste comment ce genre d'outil permet de faire des CV facilement. On peut facilement faire plusieurs versions. Ouais. Ça ne demande pas trop d'efforts finalement. Avec ces outils en ligne et gratuits, on peut facilement faire quelque chose et l'adapter. C'est vrai, en plus ça répond du coup à la question pour ceux justement qui ont besoin de faire un CV pour chaque ou secteur d'activité ou poste. L'outil permet de faire ça gratuitement et facilement. Donc, merci de le préciser. Et du coup, qu'est-ce qu'une candidature? Est-ce que c'est seulement un CV? Donc, comment on va évoquer le sujet de la candidature sans parler de la lettre de motivation? Justement, c'est notre troisième astuce, on va en parler. Tout d'abord, rappelons que cette lettre de motivation, elle fait souvent partie du processus de recrutement, mais qu'elle n'est pas toujours obligatoire. Il suffit de regarder les annonces. Hein, je vous prends un exemple sur le site Welcome to the Jungle, vous allez voir chaque fois en bas, cette lettre de motivation, obligatoire ou pas, parfois oui, parfois non. En tout cas, le CV est tout le temps obligatoire. Du coup, on peut se poser la question de savoir s'il en faut une ou pas. Ça peut trotter dans notre tête, cette question, et on se dit quelle est la réelle valeur ajoutée à rédiger une lettre de motivation quand ce n'est pas demandé. Est-ce que c'est une valeur ajoutée? Est-ce qu'on va se tirer une balle dans le pied en mettant en avant des choses qu'il ne faut pas? Est-ce que je dois rédiger une lettre de motivation classique que j'insérerai en pièce jointe? Je dirais le processus classique, ou alors est-ce que je peux rédiger quelques lignes dans le corps de mon email qui donneront envie aux recruteurs de me rencontrer?
Vous voyez, là, on change de format. On donne 3-4 lignes au recruteur dans le corps du mail avec le CV en se disant waouh, parce que là, au moins, on est sûr qu'il va lire parce qu'on n'ouvre pas forcément en pièce jointe toutes les lettres de motivation. Alors, déjà, avant de poursuivre, votre avis m'intéresse. J'ai besoin de savoir un peu où vous en êtes par rapport à ça. Je vous publie le deuxième sondage. Dites-moi ce que vous pensez de la lettre de motivation. Donc, vous avez l'onglet sondage en bas. Donc, pour vous, est-ce que la lettre de motivation, c'est une corvée inutile, un plus pour améliorer mon CV, ou alors est-ce que c'est nécessaire pour démontrer ma motivation? Donc là, on va avoir, je pense, plusieurs réponses. Pour certains, c'est quelque chose de lourd, peut-être pour les personnes qui envoient pas mal de CV sans les personnaliser, donc pas forcément envie de passer par cette étape. Pour d'autres, ça peut être un plus pour améliorer leur CV, parce qu'ils ont besoin d'échanger avec le recruteur, d'en dire un peu plus, par exemple, dire des choses qu'on ne peut pas forcément mettre sur un CV. Et pour d'autres, c'est nécessaire pour démontrer la motivation, surtout quand on fait, par exemple, une candidature spontanée, où on a besoin vraiment d'expliquer son parcours et pourquoi on veut ce poste. Très bien, donc pour la plupart, ok, c'est un plus pour améliorer votre CV. Ouais, ok, donc pour personne, c'est une corvée inutile. Mais vous pouvez nous le dire, hein, on est entre nous, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de recruteur. Très bien, très bien. Donc, toi, France-Anne, dans les accompagnements de jeunes que tu fais, c'est quoi ton point de vue sur le sujet de la lettre de motivation? Est-ce que tu la recommandes à chaque fois? Est-ce que pour toi, est-ce que c'est pas forcément nécessaire? Est-ce que ça dépend du poste? Est-ce que tu préfères accorder 2-3 lignes dans le corps du mail pour donner envie d'aller plus loin et pour éviter peut-être une charge inutile où on ne va pas ouvrir la lettre de motivation? C'est quoi ton point de vue sur le sujet? Ça m'intéresse et ça nous intéresse. Alors, je voudrais commencer, avant de répondre à ces questions, par en poser encore une. La lettre de motivation, qui doit-elle motiver? Qui motive-t-elle? Pour moi, c'est celle qui va motiver votre recruteur, la personne qui reçoit la candidature, et le motiver à vous recevoir. D'accord. Et du coup, on change complètement de spectre. Et dire qu'il en faut une ou pas, ça dépend. Si vous voulez la rajouter pour motiver encore plus le recruteur à vous recevoir parce que vous avez des éléments à dire, je le dirais, que ce soit dans le mail pour que ce soit plus rapide à lire. Aujourd'hui, c'est à peu près un usage classique quand la lettre n'est pas demandée. En revanche, quand la lettre est demandée, c'est important d'en produire une. D'accord. Ce qui va, pour moi, créer la valeur de la lettre, ça va être ce qu'on disait quasiment en introduction, l'émotion qu'on y met. Parce que c'est, pour le lecteur, c'est ce qui va créer le lien. Il y a énormément de choses qui vont jouer dans ce qu'on va écrire, et on va pouvoir en parler parce qu'elle est riche, cette étape de la lettre. Ou de l'email et des messages. On a parlé, on a souvent des petits échanges tous les deux, et quand tu m'as démontré que l'émotion faisait 80% de la lettre ou de la candidature, en tout cas surtout dans la lettre de motivation, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement ce côté émotionnel? Ne pas rentrer dans un cadre où... Oui, pour moi, c'est créer l'envie. Cette lettre, elle vise à créer l'envie chez le lecteur, l'envie de vous rencontrer. Alors, qu'auriez-vous envie de lui dire? Comment pensez-vous pouvoir lui donner envie de vous rencontrer? Qu'est-ce qui ferait qu'il a envie? Alors, il y a des éléments réellement de forme pure. La lettre, elle doit être bien structurée, bien présentée. L'email également, il va être bien structuré, bien présenté, pas trop long, aucune faute d'orthographe, une syntaxe correcte, des phrases simples, courtes, efficaces, mais avec une expression qui vous correspond, qui est celle de votre style, de votre énergie, de votre dynamisme, de votre tempérament, qui donne envie, qui fait qu'on a envie de vous rencontrer, on a envie de « Ah ouais, j'ai envie d'en savoir plus ». C'est l'émotion que vous avez envie de créer chez l'autre. Et pour renforcer cet élément-là, je dirais, ce qui est important, c'est, et ça sera un gage de votre motivation et donc de donner l'envie à votre lecteur d'aller plus loin, c'est que vous sachiez de quoi il s'agit. Donc, pour moi, l'étape première qui est essentielle, c'est d'analyser l'annonce. Alors, je vais vous proposer des petits trucs et astuces là-dessus, parce qu'analyser l'annonce, c'est pour moi essentiel. Une annonce, elle est toujours composée de 3 parties. Vous avez la présentation de l'entreprise, du job et le profil recherché. Et ça, vous devez savoir le malaxer dans tous les sens. Vous devez le comprendre dans tous les sens. Ça veut dire que vous pouvez rechercher sur l'entreprise, son site web. Vous le passez tous les onglets du site web si nécessaire, mais faites-vous une vraie idée de qui est cette entreprise. Quel est son langage?
Comment s'exprime-t-elle? De quoi parle-t-elle? Allez sur LinkedIn, regardez les profils des personnes qui y travaillent, quel est leur parcours, comment décrivent-ils leur job actuel. Si vous pouvez, regardez le profil de la personne qui fait le recrutement. Une fois que vous êtes fait toute cette idée-là, c'est là que je propose les 2 petits exercices. Ouais, Le premier, c'est de reformuler l'annonce avec vos propres mots, les 3 parties. En 3 parties, ensemble, comme vous voulez, mais vous la reformulez avec vos propres mots. Et un autre exercice suivant, que vous pouvez faire en réel ou tout seul avec vous-même. Celui-là, il est génial. Hein. Je préfère le dire à tout le monde. Le deuxième, j'aime beaucoup. C'est vous imaginez que vous avez eu le job et vous racontez à quelqu'un votre nouveau job. Donc, vous parlez de l'entreprise, vous parlez du job, vous parlez de ce qui fait que vous l'avez eu. Et une fois que vous aurez fait ça, que vous l'aurez raconté à haute voix à quelqu'un, vous aurez tout plein d'éléments qui vont permettre de nourrir votre lettre de motivation. Parce que vous saurez ce qui vous a marqué sur l'entreprise, ce qui vous a plu dans le job. Vous l'aurez raconté. Et lorsque vous le racontez sous forme d'une histoire, en disant « Oui, je suis très content, j'ai eu ce nouveau job, j'adore cette entreprise pour ça, ça, ça. Dans mon nouveau rôle, je vais faire ça, ça j'ai déjà fait, mais là je suis content, je vais apprendre ça, je vais pouvoir grandir dans cette fonction-là, ça me permet d'évoluer vers ça après. » Vous avez une histoire et c'est les histoires qui véhiculent cette émotion. Et à partir de là, vous pourrez commencer à travailler la lettre. Vous mixez ce que vous avez lu de l'entreprise, sa façon de s'exprimer, son vocabulaire, votre histoire autour de cette candidature et vous racontez vos exemples de vie que vous pouvez, parce que vous connaissez bien, vous connaissez votre parcours et vous voyez quels sont les éléments qui vont faire écho aux besoins du recruteur. Lui, il a un besoin à remplir, toujours, hein, il y a un rôle pour lequel il faut trouver la bonne personne. Et en utilisant leur vocabulaire, vos expériences, vous allez créer quelque chose qui va faire mouche, qui va faire que, et c'est votre but, au final, c'est qu'ils finissent la lecture en se disant « j'ai envie de le rencontrer, je lui propose un rendez-vous ». Je précise quand même que la lettre, le recruteur la lit après votre CV. Donc, votre CV, il l'a déjà regardé. Il y a accordé les 3 secondes de dire « je regarde en diagonale, ça m'intéresse, je vais un peu plus loin, j'y accorde 1, 2, 3 minutes et après, je lis la lettre ». Donc, ne lui faites pas une redite du CV. Vous apportez autre chose. Important ça, ouais. Autre chose, une histoire, l'émotion, ce que vous avez envie de mettre en avant pour qu'il ait envie de vous proposer un rendez-vous. Vous voulez le rencontrer, c'est ça votre but. Le but, c'est de le motiver à vous rencontrer. Et j'aurais presque envie de finir par une question pour vous. J'aurais envie de vous demander, si vous étiez le recruteur, qu'aimeriez-vous lire dans la lettre? Magnifique conclusion, magnifique exercice en même temps. Alors toi, j'aimerais avoir ton avis, Francine, sur le côté, est-ce que à la fin d'un mail, alors pas d'une lettre de motivation, mais plutôt d'un mail où on va peut-être mettre la lettre de motivation en pièce jointe, est-ce que tu conseilles de proposer un follow-up, une next step, une prochaine étape, en gros en disant, voilà, on développe sur 2-3 lignes notre motivation avec le CV en pièce jointe, seriez-vous prêt à me rencontrer par exemple la semaine prochaine? Est-ce que c'est entre guillemets culotté? Est-ce que ça me démontre de la motivation? Est-ce que ça dépend du contexte? Comment tu te positionnes toi par rapport à ça? Bon, j'imagine qu'il n'y a pas une réponse exacte, ça dépend de pas mal de paramètres, mais comment ça pourrait être interprété pour toi vis-à-vis du recruteur? Est-ce que c'est quelque chose qu'il apprécierait à ton avis? C'est très difficile de se mettre à la place d'un recruteur. On ne peut que imaginer, en étant soi-même, on est celui qui reçoit, est-ce qu'on apprécierait ça? Dans certains cas, si c'est bien formulé, je dirais ça dépend comment c'est amené. Ça peut être un peu abrupt, un peu rentre-dedans. Et en même temps, si c'est pour une fonction, par exemple, d'un commercial, on sait qu'il y a une partie où il faut créer un peu le calendrier. Ouais. Le commercial, s'il ne crée pas le calendrier, s'il ne crée pas les prochains next steps et les rendez-vous suivants, bah, globalement, il ne tient pas son prospect ou son client vivant dans le sujet. Donc, ça peut être une manière de montrer le candidat a déjà ça en lui. Ouais, d'accord. Donc, je dirais que ça peut être positif. De toute façon, de proposer un next step, pour moi, c'est essentiel. C'est forcément de proposer ce rendez-vous tant souhaité. Si on n'en parle pas dans la lettre ou dans l'email, on passe à côté de l'objectif, parce que l'objectif, c'est d'aller plus loin, c'est de se rencontrer. C'est sûr. D'une manière ou d'une autre. Après, sur le contenu, ça peut être pushy, comme ça peut être très bénéfique. Ça dépend. Je le mettrai vraiment en lien avec le contexte et la manière de l'amener. C'est intéressant ce que tu dis, notamment quand tu
quand tu as donné l'exemple, par exemple, d'un sales, hein, pour le côté tout ce qui est commercial, vente et tout, forcément, si dans la lettre de motivation, on dit seriez-vous intéressé de se rencontrer, par exemple, mardi prochain, ça démontre que si j'ai le job, que je sais c'est quoi un cycle de vente et que je sais comment tenir mon client, que ce soit sur un cycle de vente court ou long, en fonction que ce soit des logiciels ou peu importe le secteur d'activité, mais ça démontre qu'on a la méthodologie et la technique pour justement, que c'est ancré en nous, quoi. Si on arrive à le démontrer dans la candidature, ça prouve que si on a le job, on va pouvoir bien le faire, en tout cas, si c'est un poste de sales. Alors, je ne sais pas si je serai aussi précise sur la date, mais en tout cas, dire que je serais ravie de les rencontrer la semaine prochaine, selon leur disponibilité, ou plutôt selon leur disponibilité, pour pouvoir avancer dans le parcours et partager de vive voix tout son entrain et sa motivation pour la fonction. Bien sûr, ouais, non, c'est sûr. On termine ce live avec cette question très pertinente sur laquelle moi-même j'ai envie de rebondir et de conclure par la même occasion. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Hein. On va terminer sur ça, mais n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Lorsque je rédige une lettre de motivation, on en discutait avec Francane, plutôt que de me concentrer à décrire toutes les expériences passées, toutes mes expériences passées en faisant un parallèle incontournable souvent avec la fiche de poste et ce qui est demandé, ce qui est recherché, pourquoi ne pas se poser la question au moment où j'écris ces lignes? Alors ça va peut-être vous paraître un petit peu spécial ce que je vais vous dire, mais de se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire ressentir à la personne qui va lire cette lettre? Un peu ce que nous disait Francane juste avant. Au lieu de se dire, voilà, je rentre dans le funnel classique, lettre de motivation, premier paragraphe, vous, moi et ensuite nous. Je ne sais même pas si tous les recruteurs, voilà. Pourquoi ne pas parler avec son cœur et de se dire, voilà, moi, si j'écris ça, qu'est-ce que je vais déclencher comme émotion chez lui? Ou même pas. Réfléchir en se disant, qu'est-ce que j'ai envie de lui faire ressentir? Partir de cet objectif et du coup de se dire, d'essayer de rédiger toutes les étapes intermédiaires. Et là, pour moi, ça change tout. Il ne s'agit plus de nous, mais de s'intéresser à l'autre avant tout. Et ça, c'est un super exercice sur lequel on va vous laisser. Je précise, si vous souhaitez être accompagné, je vais vous mettre tout de suite l'adresse email dans le chat de France-Anne. Alors, France-Anne, elle accompagne des jeunes en français et en anglais d'ailleurs. Tout à fait, dans les deux langues. Et voilà, depuis. L'avantage est biculturel. C'est ça, elle est biculturelle. Donc, elle pourra vous expliquer un petit peu l'accompagnement des jeunes qu'elle réalise depuis des années. Elle a une connaissance du marché, c'est vraiment une experte. Donc, je suis ravi qu'elle ait aujourd'hui répondu favorablement à mon invitation. Alors, merci je regarde beaucoup. c'est moi qui te remercie. Je finirai ce live par te remercier vraiment, Francane, d'avoir donné de ton temps pour ce live. J'espère qu'on en fera d'autres sur d'autres thématiques. N'hésitez pas à nous en faire part si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur. Merci à tous les participants. Oui, mettez-les-nous dans le chat. Dites-nous de quoi vous avez envie de parler. Voilà, n'hésitez pas à nous dire. On reste en contact. Allez-y sur la lancée, n'hésitez pas. C'est ça. Vous pouvez nous contacter sur Ma Voix si vous voulez plus de renseignements. Vous avez le mail également de France-Anne que j'ai mis juste au-dessus. Si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez parler de vous personnellement, de votre cas particulier, si ça demande un peu de temps, elle sera ravie de pouvoir vous accompagner. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Ma voix est un très beau parcours, alors allez-y. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Non, mais c'est vrai. Merci beaucoup, Francane. Et puis, merci à tous les participants de vous être connectés. Merci, Mathilde. Et puis, on vous souhaite à tous une excellente journée, à tous et à toutes. Et je te dis à très bientôt, Francane. À très bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée également. Pas de questions, on a tout dit. Il n'y a pas de questions, c'est formidable. C'est magnifique. Ou pas. Voilà. Mais c'est bien, c'est que je pense qu'ils vont peut-être revenir vers toi sur des questions peut-être un peu plus précises. En tout cas, on espère qu'on vous a apporté de la valeur. Exactement. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.